Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Il était porteur d'un message du président Mohamed Bazoum à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le président de la République a reçu le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Niger. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des consultations entre les deux dirigeants. Une visite à quelques jours du sommet de la CEDEAO qui se tient ce dimanche au Nigeria. Le chef de l'État a présidé une réunion du Conseil national de sécurité. La situation sécuritaire globale au cœur de la rencontre. De bons résultats sont enregistrés ces derniers jours au niveau de la santé. Il ressort que le nombre de cas de Covid-19 est en baisse. Le taux de guérison a atteint les 99%. 1300 milliards de francs CFA, c'est la déperdition en 2019 liée à la corruption en Côte d'Ivoire. La lutte va s'intensifier dans les mois à venir, prévient le ministre de la promotion de la bonne gouvernance. C'était ce jeudi à l'occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption. Zoro Epiphane Balo appelle à l'implication de tous. Et puis à suivre dans ce journal le dossier Amter, plus de 9000 ex-migrants ivoiriens ont pu regagner la Côte d'Ivoire. Ils disent non à l'immigration irrégulière. Pour leur insertion socio-professionnelle, ils bénéficient du soutien du gouvernement, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale des migrations. Le chef de l'État a présidé ce jeudi une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur 2 points. La situation sécuritaire qui s'est améliorée dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin. 114 sites déguerpis, 96 interpellations. Pour ce qui concerne l'évolution de la maladie à coronavirus, le nombre de cas est en baisse constante. Le taux moyen de positivité actuel est inférieur à 2%. Le taux de guérison plafonné à 99%. Le communiqué complet vous sera proposé en fin de journal. Parlons à présent du renforcement de la coopération entre Niamey et Yamoussoukro. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi au palais de la présidence le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Niger. Le reportage de Viviane Aimé. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Niger, Massaoudou Assoumi, était porteur d'un message du président Mohamed Bazoum, président du Niger, à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le ministre d'État nigérien a notamment indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre des consultations politiques entre les deux chefs d'État. Je suis venu pour porter un message du président Mohamed Bazoum au président Alassane Ouattara. Et il va de soi qu'à la veille de chaque grand rendez-vous régional, il nous semble utile, il a semblé utile de venir recueillir les avis, les conseils du président Ouattara compte tenu de son leadership régional. Et ces conseils avisés nous seront utiles pour la sous-région. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Sa sagesse, son expérience et son leadership sont absolument nécessaires pour que nous puissions faire face aux multiples problèmes auxquels notre région fait face. Notons que ce dimanche 12 décembre va se tenir à Abuja au Nigeria un sommet de la CEDEAO avec à son ordre du jour l'examen des grandes préoccupations de l'heure au plan régional. Mais avant l'examen de ces grands sujets dans la sous-région, c'est l'heure de la célébration des 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et Israël, des relations bilatérales établies depuis 1961, 6 décennies avec de nombreux accords signés dans divers domaines. L'ambassadeur d'Israël était ce jeudi face aux députés. À l'Assemblée nationale, il a fait le point des engagements de son pays aux côtés de la Côte d'Ivoire. Des détails avec Moussa Konaté. L'Assemblée nationale, au cœur du 60e anniversaire des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël. Plus d'un demi-siècle d'amitié qui a permis aux deux nations de renforcer leur coopération à travers la signature de plusieurs accords. Il s'agit entre autres de la signature d'un accord entre le ministère de l'Hydraulique et la société Fluence Corp pour le traitement d'eau potable pour un montant de 160 millions d'euros. La réalisation à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro d'une unité de production maraîchère expérimentale qui servira à la formation des étudiants agronomes. L'installation d'une unité néonatale au centre hospitalier universitaire d'Angré
dont l'exécution a accusé un retard du fait de la pandémie Covid-19. La construction de lycées professionnels par la société Mitreli et la réalisation est prévue pour 2022. Des initiatives de l'État d'Israël qui réjouissent les députés membres de la Commission des relations extérieures. L'ambassadeur d'Israël, Léo Vinovesky, exprime sa satisfaction quant aux actions de son pays en faveur de la Côte d'Ivoire. Notre ambassade à Abidjan travaille dans différents domaines alors que notre objectif principal est de multiplier nos liens et d'améliorer notre confiance réciproque. Nous agissons ici dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de l'éducation, de la culture, des arts, de la coopération au développement, de la santé publique, des hautes technologies, de l'espace, des satellites et bien plus encore. Chaque année, plus d'un centenaire d'Ivoiriens se rendent en Israël pour une formation professionnelle. Nous sommes en contact avec les institutions officielles, avec le gouvernement, avec la société civile, avec le peuple ivoirien. C'est en 1961 que le premier ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, Shlomo Hillel, est arrivé. La même année, Jean-Baptiste Moké, premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Israël, est installé à Jérusalem, la capitale israélienne. Ici en Côte d'Ivoire, la croisade anti-corruption va s'intensifier les mois à venir. C'est l'engagement pris ce jeudi à Abidjan par le ministre de la promotion de la bonne gouvernance. C'était lors de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption. Zoro Epiphane Balo a annoncé que le phénomène a fait perdre, tenez-vous bien, 1300 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2019. Il appelle alors à l'implication de tous dans ce combat. Lansine Bakayoko. Cette journée internationale de lutte contre la corruption, occasion choisie par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de dresser le bilan de ses activités. Au titre de la déclaration de patrimoine, au 30 novembre 2021, nous avons pu identifier 7241 assujettis au titre des poursuites et des investigations. Du 1er janvier au 30 novembre 2021, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été saisie de 115 dossiers, des plaintes et dénonciations. L'examen de 73 autres dossiers a donné lieu à l'ouverture de 27 enquêtes pour des infractions présumées de détournement et soustraction de deniers publics, d'abus de fonction et de concussion. En 2019, les effets de la corruption ont été très pesants en Côte d'Ivoire. L'estimation qui est faite de ces pertes, c'est 1300 milliards de nos francs CFA. 1300 milliards en 2019, c'est 4 fois l'aide publique au développement. Ces chiffres alarmants doivent nous interpeller sur le fait que la corruption est une réalité. Une réalité qui déséquilibre les fondamentaux de la solidarité nationale en permettant à quelques individus de s'enrichir illégalement du fruit d'un labeur collectif. Toutes les machines de prévention et de répression sont aujourd'hui mobilisées pour maîtriser les irréductibles qui peaufinent les stratagèmes afin de piocher indûment dans les caisses de l'État. Le cap fixé par le président de la République est désormais la tolérance zéro contre la corruption et les infractions assimilées. Les investisseurs attendent de nous des actions déterminantes et des résultats concrets afin de montrer à tous que la Côte d'Ivoire, notre pays, change, que la Côte d'Ivoire a changé. Un vent de changement symbolisé par les audits dans les sociétés d'État et surtout la mise en quarantaine des auteurs présumés d'agression contre la fortune publique. Une autre lutte qui se renforce, celle contre l'incivisme sur nos routes. La phase de répression de la vidéoverbalisation est en marche et vous l'avez certainement remarqué. 300 000, c'est le nombre de cas d'infraction routière enregistrés depuis septembre. Le directeur général des transports terrestres a fait le point lors d'une tribune face à la presse. On le voit avec Walter Amadou Ouattara. Le rendez-vous hebdomadaire Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, ouvre une lucarne sur la vidéoverbalisation. La phase répressive est entrée en vigueur le 7 septembre 2021. Elle donne les résultats suivants. En septembre, nous avons eu 545 accidents qui ont fait 15 tués, constitue une baisse du nombre d'accidents de 26,35%. Et en nombre de tués, les 15 tués
constitue une baisse de 44,44% de tués en moins. Au mois d'octobre, nous avons 570 accidents qui sont à 22,97 accidents en moins par rapport au même moment de l'année dernière. Et nous avons 14 tués, ce qui constitue 48,14% de tués en moins. Donc on peut dire que l'impact de la répression par la vidéo-verbalisation est réel. Sur les 300 000 cas d'infractions routières enregistrés, le taux de règlement est de 80%. Le coût minimum de l'infraction est de 2 000 francs CFA. C'est le propriétaire qui se trouve inscrit sur la carte grise, c'est-à-dire sur le certificat d'immatriculation, qui est donc notifié. Pour payer, on se rend directement dans un centre de gestion intégré où on présente donc la notification qui nous a été faite et donc on paye directement dans les caisses du centre de gestion intégré. Ou alors, on paye par mobile money. Vous appelez le 1302, vous expliquez la préoccupation qui est la vôtre et on vous donnera les conseils utiles pour régler votre problème. L'invité du jour annonce que la vidéo-verbalisation sera progressivement déployée à l'intérieur du pays. Et pour renforcer ce vaste élan sécuritaire des biens et des personnes, le programme des Nations Unies en Côte d'Ivoire apporte aux côtés de la Côte d'Ivoire. Le PNUD offre des ambulances, motos et du matériel informatique au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, un soutien qui vise à renforcer les capacités des acteurs sur le terrain. Abou Sanogo. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, apporte son appui au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Des équipements constitués de matériel roulant et de matériel informatique réceptionnés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, pour renforcer les capacités des directions opérationnelles du département ministériel dont il a la charge. À travers ce geste, le PNUD, dans son rôle de partenaire technique de la Côte d'Ivoire, veut saluer les efforts que le gouvernement ivoirien ne cesse de consentir pour relever les défis sécuritaires. En témoigne l'amélioration de l'indice de sécurité, qui est passé de 6,8 en 2012 pour arriver à 1,6 à fin septembre 2021. C'est un progrès remarquable qui mérite d'être relevé et nous vous félicitons. Le PNUD ne ménagera aucun effort pour continuer à appuyer le gouvernement dans ses efforts pour l'amélioration de la gouvernance sécuritaire et le renforcement de l'état de droit dans le pays. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, a exprimé la gratitude du chef de l'État, Alassane Ouattara, et du gouvernement au PNUD dans sa mission d'accompagnement de la Côte d'Ivoire. Ce don vient à point nommé pour combler plusieurs besoins exprimés par les services du cabinet et ceux de l'administration centrale et des services déconcentrés, sans oublier la société civile. C'est pourquoi, au nom du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, je voudrais vous dire merci. Ces équipements sont constitués de 100 motos tout-terrain, d'un véhicule de type 4x4, de 8 ambulances, de 120 ordinateurs, de 120 imprimantes, de 1250 lampes solaires et des drones. Ouverture hier de Archibat, le rendez-vous du secteur de l'immobilier et de l'habitat. L'édition 2021 est la 8e de cette biennale. C'était en présence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. Durant 4 jours, les professionnels de l'immobilier, les bureaux d'études et les banques vont réfléchir sur les problématiques liées au développement des villes. C'est un reportage de Cheikh Koné. Par cette coupure de ruban, le ministre Bruno Nabagné-Koné ouvre officiellement les portes du célèbre Salon de l'architecture et du bâtiment, Archibat. À cette 8e édition, les professionnels et acteurs du cadre bâti ont décidé de repenser et replacer la ville au cœur des enjeux du moment. D'où le thème principal, la fabrique de la ville aux professionnels. Il ne s'agira pas seulement de débattre, mais de trouver des pistes de solutions à apporter au gouvernement. Il s'agira de porter un regard nouveau sur la ville de demain et la pratique professionnelle dans la transformation de nos cités. L'habitat, l'emploi, la santé, la sécurité et la mobilité urbaine constituent des défis dans la mutation et la transformation des villes. C'est pourquoi au niveau du gouvernement ivoirien, comme l'a expliqué le ministre de la Construction,
La vision de l'État consiste à donner la priorité à une urbanisation harmonieuse des villes du pays. Notre ambition est de favoriser un développement plus harmonieux de nos territoires autour de la ville, de veiller à la sauvegarde et à la valorisation de l'environnement, ainsi qu'à la préservation et le développement des fonctionnalités minimales. Pour parvenir à cette vision, il faut doter les villes d'instruments de planification modernes et adaptés. À ce niveau, nous avons pu doter les districts d'Abidjan et de Yamoussoukro de schémas directeurs d'urbanisme. Nous avons également pu doter l'ensemble des villes ayant le statut de chef-lieu de région de plans d'urbanisme directeur. Il s'agit donc de 32 villes. Après la cérémonie officielle d'ouverture, le ministre de la Construction a visité l'ensemble des 150 exposants repartis sur 3 pavillons. Moment saisi par ses participants pour exprimer leurs attentes. Archibat, c'est le salon de l'immobilier aussi, hein. C'est le grand rendez-vous de tous ces professionnels dans le domaine de l'architecture du bâtiment. Et nous sommes avec nos produits, hein, nos maisons, nos offres que nous lançons pour 2022 et celles qui sont actuellement en cours. Notre participation à Archibat commence à permettre à notre entreprise de pouvoir prendre une part du marché des couvertures de toiture. Vraiment qu'on a des opportunités ici parce qu'on rencontre énormément de personnes qui viennent dans différentes branches et différents domaines également. Et on arrive vraiment à leur expliquer ce qu'on fait dans notre domaine d'activité. Et voilà, on arrive plutôt bien à s'intégrer. C'est ce qu'on aime beaucoup à Archibat. Archibat 2021 referme ses portes ce samedi 11 décembre. Environ 20 000 visiteurs sont attendus. On s'arrête sur cette autre problématique d'actualité. Arrivée sur les côtes européennes en passant par la mer Méditerranée. Un phénomène dangereux qui continue avec des pays africains comme lieu de transit. Une aventure périlleuse avec son lot de morts. Des jeunes Ivoiriens ont décidé de revenir en Côte d'Ivoire pour s'insérer dans le tissu socio-économique. L'Organisation internationale pour les migrations, l'Union européenne, le gouvernement ivoirien les accompagnent. Plus de 9000 ex-migrants ont pu regagner le pays de 2017 à ce jour. Immigration clandestine après la désillusion, la réinsertion. C'est le dossier Inter avec Laure Goretti et Michel Digré. Nous sommes en Tunisie. Inao est un jeune Ivoirien employé dans une boulangerie. Il a tenté l'aventure dans ce pays il y a de cela quelques années. Mais aujourd'hui, c'est l'heure des regrets. Ouais, je cherche un meilleur avenir pour ma famille, au fait. Pour avoir au moins, comment on appelle là, un avenir radieux pour l'enfant. Étant ici, c'est pas évident. Même des illusions pour Priska, venue en Tunisie en 2014 pour poursuivre ses études. Elle s'est retrouvée femme de ménage. Dans leur quête de lendemain meilleur, ils sont prêts à tout, y compris à prendre le risque d'une traversée de la Méditerranée vers l'Europe. Quand ils étaient au pays, on leur a promis des salaires énormes. Il y a certains même qui ont vendu leur commerce, qui étaient bien placés là-bas. Quand ils sont arrivés ici, ils se sont rendus compte qu'on leur a carrément menti. C'est tellement difficile, c'est aux yeux de d'autres personnes, c'est mal vu de traverser la Méditerranée. Mais nous nous sentons de prendre le risque de traverser la Méditerranée pour aller de l'autre côté. Cette interview a été réalisée au mois de juin. Priska a-t-elle joint l'acte à la parole? Nous le saurons le confirmer. Marie-Laure Djadji, 38 ans et mère de 2 enfants, n'a pas voulu prendre le risque de cette traversée, malgré les difficultés rencontrées à Rabat. Partie au Maroc en 2018, dans l'espoir d'exercer en tant qu'aide-soignante sa qualification d'origine, elle y aura passé 2 ans sans réaliser son rêve. Je travaillais là au dispensaire du village et j'ai été contactée par un cousin qui m'a dit qu'il y avait une clinique au Maroc qui avait besoin de personnel. C'est comme ça que je suis allée au Maroc. Et quand je suis arrivée, je me suis retrouvée dans une maison à faire le ménage et à garder une personne âgée. Finalement, Marie-Laure contacte les services de l'Organisation internationale de la migration de Casa pour un retour dans son pays, la Côte d'Ivoire. Quand je suis allée les voir, ils m'ont demandé si j'avais un logement, que si j'arrivais à payer ma maison. J'ai dit oui, qu'à ce niveau, je n'avais pas de problème. Voilà, mais
Chaque semaine, ils nous envoyaient des vivres. On recevait des vivres de leur part. Et puis, ils m'ont fait suivre une formation. Je n'étais pas la seule. On a suivi une formation. Et après ça, ils nous ont payé le billet. On nous a remis le billet et puis on est rentré. Dès son arrivée, elle bénéficiera d'un financement de 950 000 francs CFA pour ouvrir ce salon de coiffure dans la commune d'Anyama qu'elle tient avec 2 employés. Quand je suis arrivée, ils m'ont donné de l'argent de poche, 100 000. J'ai monté le projet, j'ai envoyé ça par mail. Ils ont reçu, on m'a envoyé le message, je suis allée à la banque pour retirer l'argent. En tout cas, depuis que j'ai ouvert le salon, tout va bien, j'arrive à subvenir à mes besoins. Comme elle, Abou Fofana, fabricant de sacs bananes, revenu de la Libye en 2018, raconte sa mésaventure. Les conditions n'étaient pas faciles à vivre en Libye. On a essayé de traverser, on nous a pris pour nous ramener en prison. Donc on est resté en prison, on a fait 8 mois en prison. Pour bâtir cet atelier, Abou a bénéficié d'une aide de 650 000 francs CFA. Grâce à la finance de l'OIM, dans le mois, nous trouvons au moins ça à 200 000 à 300 000. J'arrive à payer ma maison, je me suis bien organisé ici chez moi, tranquille. Conseil où je peux donner aux jeunes, tu veux repartir encore là-bas, pour rester tranquille. Encore du ici, là, il y a tout. La réintégration des jeunes migrants en Côte d'Ivoire est un projet mis en œuvre dans le cadre de l'initiative conjointe Union européenne, Organisation internationale pour les migrations, en étroite collaboration avec le gouvernement ivoirien. Quand les personnes retournent, elles ont des besoins et c'est aussi un poids pour les communautés d'accueil. Et ça déjà, je crois que le projet apporte déjà une réponse. À ce jour, notre satisfaction est totale, on va dire, parce que la majorité des personnes qui ont reçu leur réintégration ont pu développer ce qui a été fait et générer plus de revenus pour pouvoir prendre en compte leur famille. Ces efforts ont permis le retour de plus de 9 000 personnes depuis 2017. Les migrants de retour ont bénéficié d'appui au logement, d'appui au niveau de la scolarisation, d'appui médicaux, d'appui au niveau psychosocial et au niveau social. Il faut dire que tous ces appuis-là rentrent dans la vision de l'OIM en termes de réintégration, parce que pour nous, la réintégration n'est pas seulement économique, elle est vue aussi au niveau psychosocial et au niveau social. Et c'est tous ces aspects intégrés qui vont permettre de réussir une intégration pour les migrants de retour. Ce projet a pour objectif d'aider les migrants ivoiriens bloqués le long de la route méditerranéenne centrale à rentrer de manière volontaire en Côte d'Ivoire et à leur proposer la meilleure assistance possible en fonction de leur vulnérabilité. Immigration clandestine après la désolution, la réinsertion, c'était le dossier inter avec Logoriti et Michel Digré. On a pu voir les actions conjointes Côte d'Ivoire, UE et OIM. Et la Côte d'Ivoire renforce aussi la production aquacole du tilapia. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture organise à Abidjan un atelier avec les acteurs de la chaîne de valeur du Nil. Cette initiative permet de garantir la durabilité de la pêche et de l'aquaculture en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique. Les participants doivent adopter un plan d'action et d'investissement. On en parle avec Jean-Luc Gbangbo. Faire de l'élevage du tilapia l'une des solutions pour combler le déficit en poissons que connaît la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du programme Fish for ACP, initiative pilotée par la FAO et qui vise à améliorer l'efficacité et la productivité de la production nationale du tilapia. Il s'agit de faire de ce secteur un moteur de croissance économique et sociale pour la Côte d'Ivoire, mais aussi d'inverser la tendance actuelle d'importation annuelle de produits halieutiques qui coûtent encore au pays près de 325 milliards de francs CFA. Cet atelier, qui réunit les différents acteurs de la chaîne des valeurs du tilapia d'élevage, devrait déboucher sur l'adoption d'une vision commune et un plan d'action durable pour le renforcement de cette filière. La Côte d'Ivoire est dotée d'atouts naturels pour faire partie des pays leaders dans la production aquacole mondiale. Fort de ce constat, l'aquaculture constitue un maillon essentiel de la politique de notre département ministériel. Il s'agit pour nous, outre de diversifier les spéculations aquacoles, mais surtout d'intensifier la pisciculture, notamment avec son produit phare,
le tilapia, très prisé en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine, voire au-delà. Principale source de protéines animales en Côte d'Ivoire, ce sont environ 25 kg de poissons en moyenne que chaque Ivoirien consomme chaque année, ce qui représente un besoin de 600 000 tonnes au niveau national. Pour l'heure, c'est essentiellement de l'importation que dépend la Côte d'Ivoire. Le pays dépense ainsi annuellement plus de 300 milliards de francs CFA. La première édition des Journées nationales de la fonction publique aura lieu du 13 au 17 décembre à Abidjan. Face à la presse, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a situé les enjeux de cette rencontre. C'est l'occasion de valoriser l'action publique et ses animateurs. Le reportage de Grace Kando. Les fonctionnaires et agents de l'État, dans leur grande majorité, n'ont pas toujours conscience de leur statut, de leurs obligations et de leur rôle dans la satisfaction des attentes des populations. Ces mots sont de la ministre Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Pour changer cette perception, des journées de la fonction publique dénommées JFP seront organisées du 13 au 17 décembre prochain à Abidjan. Ces journées ont pour objectif de célébrer l'action publique, de revaloriser et de remobiliser les fonctionnaires et agents de l'État en vue du renforcement de leur engagement dans la mise en œuvre efficace et réussie du programme du gouvernement. Ces journées se dérouleront sous la présidence du Premier ministre Patrick Achi. Des journées d'information publique à travers des stands qui permettront de mieux faire connaître le service public, à travers des ateliers cliniques également, pour traiter sur place des préoccupations des populations, de les conseiller et de les orienter. Nous aurons également des panels de haut niveau. Autre temps fort de ces journées, le baptême des 54 et 55e promotions de l'École nationale d'administration ENA et des cérémonies éclatées de décoration dans l'ordre du mérite de la fonction publique de plus de 500 fonctionnaires et agents de l'État reconnus méritants par leurs supérieurs hiérarchiques. On s'intéresse aussi à la lutte contre la Covid-19, une pandémie qui reste encore active dans le pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 6 nouveaux cas de Covid-19, 20 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 61 863 cas confirmés, dont 60 929 personnes guéries, 706 décès et 222 cas actifs. Au total, 4 750 746 doses administrées contre la Covid-19. Dans l'actualité politique ce soir, le parti Concorde en tournée de paix dans le Guémons et dans l'ouest du pays. Une délégation a initié une caravane à l'intérieur du pays. Le secrétaire général appelle les populations à la cohésion sociale. Michel Digui. Il avait promis de prendre son bâton de pèlerin pour sillonner les régions de la Côte d'Ivoire à l'effet de sensibiliser sur la nécessité d'aller à la cohésion sociale. Le Guémois était la première étape de cette caravane de la paix, initiée par Kwasi Ferdinand Diwakar Kedjebo. Ses hôtes ont été séduits par son discours. Vous avez tenu un verbal qui plaît à tous les chefs de village. Vous avez parlé de cohésion sociale, de la paix et à la fin du développement. Vous avez donné un proverbe qui dit « Celui qui a l'hernie, sa démarche et celui qui n'a pas de l'hernie n'est pas pareil. » C'est vrai, moi je marche, je n'ai pas de hernie. L'ouest du pays a été durement éprouvé par les crises successives en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ces pas vers la paix doivent être accentués. Ouachar Kedjebo félicite les cadres de la région qui s'inscrivent dans cette démarche. Il faut applaudir le ministre Seredo. J'ai vu Seredo parler à ses frères, à ses soeurs, à ses jeunes frères. Il a parlé à la jeunesse. Il dit non, il ne faut pas détruire le peu qu'on a. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, soyez avec moi. Je vais aller demander des choses au président Alassane Ouattara et il nous appellera. C'est ce qu'il a dit. Et vous l'avez compris. Merci encore de le soutenir. Merci de soutenir tous vos cadres. Prochaine étape de cette tournée de sensibilisation, la région de la Marawi.
Le chef de l'État a présidé une réunion du Conseil national de sécurité. La situation sécuritaire globale au cœur de la rencontre, les luttes contre la Covid-19 et leur paillage clandestin. De bons résultats sont enregistrés ces derniers jours. Je vous propose d'écouter le communiqué complet. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 9 décembre 2021 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur 2 points: la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction une nette amélioration de la situation sécuritaire générale. Dans ce contexte, le Conseil national de sécurité s'est réjoui des derniers résultats obtenus dans le cadre des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal et le terrorisme. Ainsi, depuis la dernière réunion du Conseil national de sécurité, 114 sites d'orpaillage illégal ont été déguerpis, 96 personnes interpellées dans 12 régions, 9000 abris de fortune détruits et d'importantes quantités de matériel saisis. Le Conseil national de sécurité a, par ailleurs, été informé par le chef d'état-major général des armées de la tenue effective du 22 au 27 novembre 2021 de l'opération militaire conjointe dénommée Koudalgou 4, qui a rassemblé plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Cette opération contre le terrorisme a permis l'interpellation de 304 individus suspects, ainsi que la saisie d'armes à feu, de munitions, d'explosifs, de moyens roulants et de stupéfiants. Le chef d'état-major général des armées a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité le déploiement prochain de 17 211 éléments de forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'opération Mirador 2021 en vue de permettre aux populations de passer les fêtes de fin d'année dans la quiétude et en toute sécurité. Enfin, le Conseil national de sécurité a été informé des résultats très encourageants obtenus dans le cadre de la lutte contre la criminalité juvénile dans le district d'Abidjan. En effet, les opérations conjointes menées par la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion et la police nationale, sur instruction du Conseil national de sécurité, ont permis de réduire de façon significative les agressions commises dans plusieurs quartiers du district par les enfants, adolescents et jeunes en conflit avec la loi. Ainsi, au cours de la période allant de février à novembre 2021, près de 14 000 adolescents et jeunes ont été raflés dans les quartiers identifiés comme à risque et 2106 fumoirs démantelés avec d'importantes saisies de stupéfiants. Par ailleurs, 254 adolescents identifiés comme particulièrement agressifs ont suivi un programme de resocialisation et ont été placés auprès de maîtres artisans ou réintégrés dans le système scolaire. Au regard de l'ensemble des résultats obtenus relativement à la situation sécuritaire générale, le président de la République a félicité les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité, les grands commandements, ainsi que tous les autres acteurs impliqués dans la sécurisation de notre pays. Il les a, en outre, encouragés à poursuivre leurs efforts en ce sens. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la maladie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du mercredi 8 décembre 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait
61 857 cas confirmés de Covid-19, dont 60 909 guéris, 706 décès et 236 cas actifs. Depuis le mois d'août 2021, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays est en constante baisse avec 5 534 cas notifiés en août, 4 584 en septembre, 1044 en octobre et 427 en novembre. La moyenne du taux de positivité actuel est inférieure à 2%, bien en dessous du seuil d'alerte de 5%. Le taux de guérison avoisine les 99%, traduisant non seulement la qualité de la prise en charge par les professionnels de santé, mais également la précocité du diagnostic grâce à l'utilisation des tests rapides antigéniques. Le nombre de décès notifiés, touchant particulièrement les personnes vulnérables, est également en nette régression depuis le mois de septembre 2021. En effet, 183 cas de décès ont été enregistrés en septembre, 71 en octobre et 9 en novembre. Cette baisse du nombre de cas de décès est due à l'amélioration de la couverture vaccinale, notamment au sein des populations vulnérables. En effet, dans le district d'Abidjan, qui reste l'épicentre de la maladie avec 95% des cas diagnostiqués, 50% de la population cible a reçu la première dose et 27% les 2 doses prescrites. Le ministre en charge de la Santé a fait observer que le contexte sanitaire international, marqué par une augmentation significative des cas de Covid-19 en Europe et l'apparition du variant Omicron, ainsi que les importants mouvements de population attendus à l'occasion des fêtes de fin d'année, pourraient entraîner une résurgence de l'épidémie dans notre pays. Aussi, afin de parer à cette situation, le Conseil national de sécurité, après analyse, a décidé des mesures suivantes. La réduction de la validité des tests PCR à 48 heures, le renforcement des contrôles à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par l'installation de laboratoires modulaires mobiles pour la réalisation de tests PCR et de cabines de désinfection. Le suivi quotidien des voyageurs en provenance des pays dans lesquels a été détecté le variant Omicron au cours des 5 premiers jours de leur arrivée en Côte d'Ivoire. Le renforcement des capacités de dépistage par l'accréditation de laboratoires privés et l'augmentation du nombre de laboratoires publics. Le président de la République, tout en félicitant le Premier ministre et le ministre en charge de la Santé pour les résultats très satisfaisants atteints dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les a encouragés à poursuivre et intensifier le programme de vaccination en cours ainsi que les actions de sensibilisation. Le chef de l'État a, par ailleurs, invité à nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à respecter scrupuleusement les mesures barrières et, pour celles âgées de 18 ans et plus, à se faire vacciner afin de lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Au terme de cette 10e et dernière réunion de l'année 2021, le président de la République a adressé ses vives félicitations aux membres du Conseil national de sécurité pour les efforts remarquables déployés en vue d'assurer la protection des biens et des personnes dans notre pays. Enfin, le chef de l'État a indiqué que la prochaine réunion du Conseil national de sécurité se tiendra le jeudi 13 janvier 2022, fait à Abidjan le jeudi 9 décembre 2021. Le communiqué du Conseil national de sécurité lu par le ministre, directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Ngoran. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Si l'oiseau se fâche contre l'arbre, il finira par se poser plus bas que les branches.